qui est lié bien sûr à ce qu'on a fait, ce que j'ai fait la fois passée, ce que je vous ai rappelé tout à l'heure. On va faire plusieurs exercices. Juste une remarque. Bon, j'ai oublié, bon, je vais vous l'envoyer comme par email tout à l'heure. Là, dans chaque série d'exercices, je laisse des exercices non faits, c'est-à-dire des exercices qui ne sont pas terminés. Et je vous demande de les terminer. Bon, les gens, si vous laissez devoirs-là, vont être comptabilisés dans le contrôle continu. Puisque le contrôle continu dans ce module, c'est même pour cette année. Comment je vais le faire? Ça va être 5 points pour les devoirs maison que je vous donne à faire. Les gens qui le font, c'est-à-dire qui font ces exercices, pour chaque série, ils auront 1 point. Si je vous donne par exemple 5 devoirs maison, quelqu'un qui fait les 5 devoirs maison, il me les envoie bien sûr par mail, il aura les 5 points. Si quelqu'un a fait un seul devoir maison, il aura 1 point, ces 2 points, ainsi de suite. Et les 15 autres points vont être comptabilisés dans l'EMD, c'est-à-dire, je vais prendre le meilleur exercice de l'EMD et je vais le recomptabiliser sur 15. Si par exemple quelqu'un a eu, je vous donne un exemple, a fait les 5 devoirs maison, et quelqu'un qui a par exemple un exercice qui est, par exemple, dans lequel il a 4 sur 4 ou bien 5 sur 5, là, il va avoir 15 sur 15, plus les 5, c'est-à-dire dans le contrôle continu, il va avoir 20. Si quelqu'un, par exemple, a fait 2 devoirs maison, et le meilleur exercice qu'il a fait dans le MD, c'est 2,5 points sur 5, là, qu'est-ce qu'il va avoir comme contrôle continu? Ça va être 15 sur 2, puisqu'il a eu 2,5 points sur 5, c'est-à-dire c'est la moitié, comme meilleur exercice. Donc, il va avoir 7,5 plus les 2 devoirs maison, donc ce qui va lui faire 9,5. Donc, ça, c'est juste. Je vais vous réexpliquer ça par email tout à l'heure. Je vais vous l'envoyer pour vous expliquer comment on fera le contrôle continu, puisque je ne peux pas le faire à distance. Donc, à chaque fois, je répète, que je vous dis, terminez cet exercice. Les gens qui veulent le faire et veulent avoir des points pour le contrôle continu le font et m'envoient la solution. Et bien sûr, c'est l'occasion de... surtout, il y a juste aussi une autre remarque. Ne me faites pas de copier-coller parce que si je trouve 2 solutions identiques, le dernier qui envoie la solution sera comptabilisé. Le premier va avoir un 0. D'accord? C'est le dernier qui va avoir la meilleure note, c'est-à-dire la note. Si je trouve 2 fichiers identiques, je compare. Si je trouve 2 solutions vraiment identiques avec copier-coller, le dernier qui m'envoie la solution aura la note et tous les autres. C'est-à-dire le premier qui m'a envoyé la solution, s'il l'envoie, il la donne à quelqu'un d'autre, le premier va avoir un 0 et c'est le dernier qui va avoir la solution. Bon, on revient maintenant au TD. Donc, comme premier exercice, on vous demande de donner la forme normale conjonctive de la formule logique propositionnelle P et Q implique R implique S. Donc là, on a une formule. Là, je vous rappelle, à chaque fois, je fais un petit rappel de ce que je vais utiliser du cours. Donc là, on a vu la procédure de transformation en forme normale. Donc la conjonctive, ça veut dire que je vais utiliser 3A, c'est-à-dire cette formule-là. Et on avait dit que pour transformer une formule en forme normale conjonctive, on a dit qu'on utilise les règles 1, 2, 4, 5, 6 et 7, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'on va avoir une forme normale conjonctive, c'est-à-dire une conjonction de disjonction de littéraux. Donc là, la première chose à faire, c'est enlever les implications. Nous avons dit que pour enlever F implique G, c'est la même chose que non F ou G. Donc là, j'ai 2 implications, ce qui nous donne P, le nom, puisque là, vous avez une implication de toute cette partie-là. Donc, c'est le nom de tout ce qui est en parenthèse, ou S. Et pour ce qui est de Q implique R, c'est non Q ou R. On développe maintenant la négation jusqu'au littéraux, puisqu'on a une négation en parenthèse. Donc, nous avons dit que le nom de A et B, c'est non A ou non B. Et la même chose pour le OU et la négation de la négation. Et donc, en appliquant ces 3 règles à cette formule-là, on obtient non P ou P. Et est-ce que ça, c'est une forme normale conjonctive? Non. Donc là, vous voyez qu'on n'a plus de négation devant les parenthèses. Toutes les négations sont au niveau des littéraux et on n'a que des OU et des E. Bon, puisqu'on on nous demande forme normale conjonctive, donc je vais utiliser cette formule-là, c'est-à-dire F, U, G, H
ça donne la même chose que F ou G et F ou H. Donc, je vais l'appliquer autant de fois à cette formule-là. Je vais l'appliquer 2 fois. Là, vous avez le nom P ou, c'est-à-dire vous avez A ou B et C. Donc, ça nous donne cette formule qui est là. Est-ce que ça, c'est une forme normale conjonctive? Non. Donc, on va l'appliquer encore une deuxième fois et on obtient S ou non P ou Q et S ou non P ou non. Là, par contre, ça, c'est une forme normale conjonctive puisque vous avez une conjonction de disjonction de littéraux. Puisque là, c'est une disjonction de littéraux. Là, c'est une disjonction de littéraux reliée par une conjonction. Et donc, ça, c'est une forme normale conjonctive. Cette formule-là qui ne contient que des ou et des et la négation au niveau des littéraux. Donc, ça, c'est pour ce qui est de comment transformer une formule en forme normale conjonctive ou bien disjonctive. C'est très simple, il suffit de connaître ces propriétés-là, les appliquer autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous tombez sur une forme normale. Bon, le deuxième exercice, maintenant, soit on vous donne des expressions comme ça du français, des expressions, des connaissances. La première, c'est qui dit que si les enseignants sont sévères, alors les notes sont mauvaises. La deuxième, si les notes sont mauvaises, alors les étudiants sont en colère. La troisième, les enseignants sont sévères. Et la quatrième, les étudiants sont en colère. On vous demande de montrer que la formule 4, que la phrase 4 est une conséquence logique de 1 et 2 et 3. Bon, là, j'ai pris un exemple simple, mais on peut avoir des, si vous voulez, des phrases ou bien des formules très complexes où ce n'est pas évident, si vous voulez, ça n'apparaît pas. Bon, là, ça apparaît que le 4 est conséquence logique de 1 et 2 et 3 parce que les phrases sont simples, mais sachez qu'on peut avoir des phrases très complexes qui nécessitent l'utilisation de définitions qu'on a vues pour montrer qu'une formule est conséquence logique d'un ensemble de formules. Donc là, la première étape à faire, c'est essayer de transformer ces expressions en logique propositionnelle. Puis là, on vous exige d'utiliser la logique propositionnelle. Donc, vous êtes obligé d'utiliser uniquement la notion de proposition. Donc, on doit passer de ces phrases-là, de ces 4 phrases-là, en formule de la logique propositionnelle. Et comme on avait dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, je vais représenter. Des fois, on vous impose aussi d'utiliser telle proposition pour qui désigne ça, telle proposition qui désigne ça. Si on ne vous le donne pas, vous devez définir des propositions pour représenter, si vous voulez, ces connaissances-là. Là, par exemple, on va dire que les enseignants sont sévères, on va la représenter par P. Les notes sont mauvaises, on va la représenter par Q. Les étudiants sont en colère, on va la représenter par R. Et donc là, toutes les connaissances qu'on a dans ces 4 phrases peuvent être représentées en utilisant ces 3 propositions P et Q et R. Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est de définir des formules qui expriment ces 4 phrases-là. Bon, la première, si les enseignants sont sévères, bon, nous avons dit les enseignants sont sévères, c'est P, et la deuxième, c'est Q. Donc, c'est la même chose que P implique, puisque là, vous avez ça qui implique ça. Bon, juste une remarque aussi, c'est que des fois, il est un peu difficile, il faut très attention quand est-ce qu'on a une implication et quand est-ce qu'on a un et. Bon, une implication, c'est lorsque quelque chose implique quelque chose. Le et, c'est lorsque vous avez une propriété qui est vérifiée par les deux, c'est-à-dire, par exemple, une propriété qui est vérifiée par la première partie et la deuxième partie. Là, c'est un et. Mais lorsque vous avez une connaissance qui implique une autre connaissance, là, c'est une implication. Parce que là, vous avez, si les enseignants sont sévères, donc là, si vous avez le P, alors vous avez le Q. Bon, P implique Q, c'est la même chose que non P au Q. La deuxième, si les notes sont mauvaises, alors les étudiants sont en colère. Donc, je répète, là, c'est un exemple très simple. Donc, Q implique R, c'est-à-dire le Q qui implique R. La troisième, les enseignants sont sévères, c'est P. La quatrième, les étudiants sont en colère, c'est R. Et donc, on a pu représenter ces phrases-là en logique, en formule de la logique propositionnelle qui respecte bien la syntaxe que nous avons introduite tout à l'heure. Donc, nous avons 4 formules qui sont non P au Q, non Q au R, le P et le R. Mais la question, c'était de montrer que 4 est conséquence logique de 1 et 2 et 3. Donc, on va essayer de montrer que 4, c'est-à-dire la formule R, est conséquence logique de la formule 1,
2 et 3. Bon, je vous rappelle la définition de conséquence logique. On dit que G est conséquence logique d'un ensemble de formules F1, F2 jusqu'à F1, si et seulement si F1 et F2 et Fn, lorsqu'il est vrai, alors il implique que G est vrai. Comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, il y a plusieurs manières pour démontrer ça, c'est-à-dire plusieurs manières pour justifier ou bien pour démontrer quand est-ce qu'une formule est conséquence logique d'un ensemble de formules. Là, je vais les faire les 3 ou 4, puisque là, le nombre de propositions, c'est PQR3, donc on va voir, si on utilise la table de vérité, on va avoir 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 cas possibles, c'est-à-dire 8 interprétations possibles. On va le faire par la table de vérité, la logique et les thèmes 1 et 2 qu'on avait en cours. Donc, par la table de vérité, puisque vous avez, je répète, 3 propositions PQR, donc notre tableau doit contenir 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 possibilités qui sont toutes données ici. C'est-à-dire là, vous allez avoir PQR avec toutes les combinaisons possibles. Il y a 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 possibilités. On va calculer la valeur de vérité de 1 et 2 et 3, la valeur de vérité de 4. Il faut qu'à chaque fois que 1 et 2 et 3 qu'on a vu en cours, on détermine la valeur de la formule 1, non P ou Q, la formule 2, non Q ou R, et la formule 3. Et calculer maintenant la valeur de vérité de 1 et 2 et 3, puisque c'est une conjonction. Donc, à chaque fois que toutes les 3 composantes sont vraies, vous avez 1 et 2 et 3 vrais. Donc, on n'a qu'un seul cas dans lequel vous avez F1 et F2 et F3, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 vrais. Il faut vérifier que le 4 est vrai dans cette ligne-là. Si on avait un autre vrai ici, il faut que le 4 soit vrai. Pardon. Mais comme ici, on n'a qu'un seul cas dans lequel la conjonction est vraie, et donc le 4 est vrai, donc là, on peut décider que 4 est conséquence logique des formules 1, 2 et 3. Donc ça, c'est la première méthode en utilisant la table de vérité. Je répète, la table de vérité, on peut l'utiliser pour lorsque le nombre de propositions n'est pas grand. Sinon, vous allez avoir une table de 64 ou je ne sais pas quoi. Et donc, ça devient ingérable. Mais pour 2, 3, on peut utiliser sa table de vérité. Je répète, on ne regarde, pour dire que 4 est conséquence logique de 1 et 2 et 3, on ne regarde que le cas où 1 et 2 et 3 sont vrais et vérifie que le 4 est vrai. Là, pour le cas où 1 et 2 et 3 sont fausses, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder ces cas qui sont là. C'est-à-dire les cas qui sont là, on s'en fout de la valeur de 4. Bon, la deuxième méthode, c'est par la logique. C'est-à-dire on va essayer d'utiliser les propriétés de la logique pour essayer c'est-à-dire démarrer de 1 et 2 et 3 vrais et essayer d'arriver à démontrer que 4 est vrai sous n'importe quelle interprétation possible. C'est-à-dire sans fixer les valeurs de vérité de P et Q et R. Donc là, je pars de la conjonction 1 et 2 et 3 qui sont ça. Bon, dire que cette conjonction est vraie, ça veut dire que chacune est vraie. C'est-à-dire est vrai et le P qui est vrai. Pourquoi? Parce que pour qu'une conjonction soit vraie, il faut que tous ces composants soient vrais. Donc là, maintenant, si j'ai P qui est vrai, alors sa négation, il est fausse. Là, le nom P qui est faux, mais le nom P ou Q doit être vrai. Donc ça, obligatoirement, le Q doit être vrai. Bon, maintenant, donc j'ai pu obtenir ça. Q doit être vrai. Sa négation, si Q doit être vrai, sa négation doit être fausse. Mais pour avoir non Q ou R avec non Q qui est faux, il faut que le R soit vrai. Et donc là, je suis arrivé à démontrer que 4 est vrai, c'est-à-dire là, puisque 4 c'est R. Donc je suis parti de 1 et 2 et 3 vrai. On est arrivé à démontrer que que 4 est vrai. Donc là aussi, avec cette démonstration, je peux affirmer que 4 est conséquence logique de 1 et 2 et 3 vrai. Et on essaie de démontrer que le 4 est vrai sous n'importe quelle interprétation, c'est-à-dire sans fixer, si vous voulez, l'interprétation ou bien le domaine d'interprétation dans lequel on travaille. La deuxième, ou bien la troisième et la quatrième méthode, c'est utiliser le théorème 1
ou bien le théorème 2 qu'on avait en cours, qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de démontrer que 1 et 2 et 3 impliquent 4 est toujours vrai, c'est-à-dire qu'elle est une tautologie, ou bien essayer de démontrer que 1 et 2 et 3 et non 4 est toujours fausse. Là, soit vous utilisez le tableau de tout à l'heure, soit utiliser cette méthode qui est là pour essayer de démontrer que ça c'est toujours vrai, ou bien ça c'est toujours faux. Là, donc là, vous allez tomber, bon, je ne sais pas si... Bon, je ne l'ai pas fait, mais essayez de le faire, si vous voulez. C'est que là, vous allez tomber sur quelque chose P et non P. Donc là, c'est toujours faux, L ou non P. Là aussi, c'est toujours vrai. Et donc, on utilise les notions, les deux théorèmes, les deux, si vous voulez, les deux méthodes de théorème 1, théorème 2 qu'on avait en cours et qu'on va démontrer tout de suite. Donc, le troisième exercice, c'est montrer le théorème 1. Ce théorème 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que G est conséquence logique d'un ensemble de formules F1 et F2 jusqu'à F1, si et seulement si cette implication est valide. C'est-à-dire cette implication est toujours vraie. Donc là, puisque vous avez un si et seulement si, là, il faut démontrer ce théorème dans les deux sens. C'est-à-dire, on va partir de ça et démontrer ça. Et une deuxième manière, c'est partir de ça et démontrer ça. Donc, on va faire la première, c'est-à-dire dans ce sens. La première, on a par hypothèse, donc G est conséquence logique de F1 jusqu'à F1. Donc, on a par hypothèse, G est conséquence logique de F1, F2 jusqu'à F1. Et là, ça veut dire que si vous avez, lorsqu'on a F1, F2 et Fn vrai, alors ceci implique que G est vrai. Donc ça, on l'a par hypothèse. C'est-à-dire dans le cas où F1 et F2 et Fn sont vrais, alors le G est vrai. Et qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que cette implication est valide. C'est-à-dire F1, F2 et Fn implique G est valide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'applique A implique B, c'est non A ou B. Donc c'est non de F1 jusqu'à Fn ou G. On doit démontrer que ça est valide. Donc on va prendre une interprétation quelconque aussi, sans fixer le contenu de cette interprétation. Donc on va prendre une interprétation quelconque dans laquelle cette conjonction, puisque on a, si vous voulez, par hypothèse ça. Donc, on va prendre une interprétation quelconque, I. Bon, maintenant, on va raisonner sur la conjonction F1 et F2 jusqu'à Fn. Donc, une formule, F1 et F2, soit il est vrai, soit il n'y a pas une autre alternative. Donc, vous avez une formule, une conjonction F1, F2 et Fn, soit il est vrai, soit il est faux. On va étudier les deux cas, puisque ce sont les deux cas possibles. On va étudier ces deux cas possibles et vous allez voir qu'on va y arriver à ce qu'on veut démontrer. Donc, le premier cas, c'est dans le cas où F1 et F2 et Fn est vrai sur cette interprétation I. Parce que là, on a pris une interprétation quelconque. Donc, on va étudier le cas où cette conjonction est vraie et le cas où cette conjonction est fausse. Bon, dans ce cas, si cette conjonction est vraie, et d'après l'hypothèse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si vous avez F1 et F2 et Fn vrai, alors le G est vrai. Donc, si on a ça, d'après l'hypothèse, donc, le G est vrai. D'après cette hypothèse qu'on a ici. Et donc, n'importe quoi qu'on ajoute, puisque si G est vrai, alors n'importe quoi où G restera vrai. Et donc, si j'ajoute cette expression-là, ou bien cette conjonction à G, elle restera toujours vraie. Et donc, mais là, ça, ce n'est autre que F1, la négation de non F1 et F2 jusqu'à Fn ou G, c'est la même chose que cette implication. Et donc, on a démontré que l'implication est vraie dans ce premier cas. Dans le deuxième cas, dans la deuxième possibilité, si vous avez F1 et F2 et Fn qui est fausse, sous cette interprétation I, alors, bon, si elle est fausse, sa négation, elle est vraie. C'est-à-dire, si vous avez F1 et F2 et Fn qui est fausse, alors sa négation est vraie. Et donc, cette négation ou n'importe quoi, ou G, restera vraie. Et donc, ça, mais ça, ce n'est autre que l'implication. Et donc, vous avez démontré, c'est-à-dire, on a démontré que cette implication est vraie. Et donc, là, vous voyez que dans les deux cas possibles, la valeur de vérité de F1 et Fn, on a pu démontrer que le G est vrai, que l'implication est vraie. Et donc, on a démontré cette propriété dans ce sens. On va le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens inverse du théorème. Ça, c'est comment? C'est-à-dire
On suppose que cette formule est valide, c'est-à-dire cette implication est valide, et on va démontrer que G est conséquence logique de F1 jusqu'à Fn. Donc, on a par hypothèse F1 et F2, Fn implique G qui est valide, c'est-à-dire, bon, A implique B, c'est le nom de ça qui est vrai, quelle que soit l'interprétation, puisqu'on a pris une interprétation quelconque. Et qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que G est conséquence logique de F1 et F2 jusqu'à Fn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas où F1 et F2 et Fn est vrai, il faut démontrer que le G est vrai. Donc là aussi, c'est très simple. Il faut démontrer que dans le cas où F1 et F2 sont vrais, c'est-à-dire qu'on part de ça, on part de F1 et F2 jusqu'à Fn vrai, donc sa négation, elle est fausse, mais on a par hypothèse que cette disjonction, c'est-à-dire nom de F1 et F2 et Fn ou G est vrai, quelle que soit l'interprétation I, avec cette négation qui est fausse. Bon, si cette négation elle est fausse, et toute cette expression doit être vraie, là, ça veut dire que le G doit être vrai. Et donc, à partir de ces données-là, on peut affirmer que G doit être vrai, et donc G est conséquence logique de F1, F2 et F1. Et donc, on a démontré l'application dans les deux sens, et donc le théorème est démontré, puisqu'on a démontré le si et seulement si. Et donc, on peut utiliser ce théorème qui dit que G est conséquence logique de F1, F2 jusqu'à Fn, si et seulement si cette implication, c'est-à-dire F1 et F2 jusqu'à Fn implique G, est toujours vrai ou bien est valide. Bon, pour le deuxième théorème, on va utiliser les résultats du théorème 1. Montrer le théorème 2, G est conséquence logique de F1 et F2 jusqu'à Fn, si et seulement si la conjonction F1 et F2 et Fn et non G est inconsistante, c'est-à-dire qu'elle est toujours fausse. Bon, là, c'est très très simple. Bon, je vais démarrer de la fin. Donc, je vais prendre cette conjonction inconsistante. Bon, là, il y a une propriété qu'on a vue tout à l'heure qui dit que la négation d'une formule inconsistante est valide. Donc, si vous avez cette formule qui est inconsistante, sa négation est valide. La négation de ça, c'est valide. Or, la négation de cette formule-là, F1, F2, Fn et non G, en utilisant la propriété non de A et B, c'est le non A ou non B. Donc, ça nous donne, donc je vais appliquer cette règle-là au E qui est à ce niveau-là. Et donc là, je vais avoir F2 jusqu'à Fn où la négation de la négation, donc c'est-à-dire G, est valide. Donc, en utilisant aussi, bon, et là j'ai utilisé le nom A ou B, c'est la même chose que A implique B. Donc, si vous avez cette disjonction-là qui est valide, ça revient à F1 et F2 et Fn implique G est valide. En utilisant le théorème 1, qui dit que si vous avez cette implication valide, alors G est conséquence logique de F1 jusqu'à Fn. Ou bien vous pouvez démarrer, si vous voulez, de ça et remonter à ici. C'est la même chose. Moi, j'ai commencé de la fin, je suis remonté à la racine. Vous pouvez démarrer de la racine et remonter jusqu'à la tête. Bon, là, je vous donne un exercice à faire. Donc là, je vous demande de le faire, soit les formules F1, F2, et on vous demande de montrer que G, c'est-à-dire le nom P, est conséquence logique de F1 et F2. On est comme que vous voulez, soit la table de vérité, puisqu'ici vous avez deux, P et Q seulement, soit utiliser la logique, ou bien le théorème 1 et le théorème 2. On va passer maintenant à la logique du premier ordre. Donc, premier exercice, on vous demande de traduire sous forme de FBF les expressions suivantes. Tout humain est mortel, Ali est un humain, Ali est mortel. Donc là, on vous propose les choses que vous allez utiliser. Je répète, si on ne vous les donne pas, vous devez les définir. Mais là, on vous dit qu'il y a un seul argument appliqué à un argument X pour exprimer X est mortel, et vous avez la constante Ali. Et donc là, une fois que vous avez défini ça, ou bien le reste est très très simple. Bon, la première, tout humain est mortel, là ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit X qui est humain, alors il est mortel. Et donc là, on obtient quel que soit X, humain de X, alors mortel de X. Bon, la deuxième,
Ali est un humain. Bon, d'après l'expérience des années précédentes, il y a des gens qui veulent compliquer les choses pour dire il existe X tel que X égale à Ali et humain de X. Bon, là, il y a plus simple, puisque nous avons dit que le prédicat P, ces arguments sont des termes, et un terme peut être une constante. Donc, Ali est un humain, je peux l'appeler. C'est bon. La même chose pour mortel de Ali. Ali est mortel, je peux l'exprimer par mortel de Ali. Et donc là, j'ai trois formules qui correspondent, trois FBF, pardon, qui correspondent à ces trois expressions en vous donnant ces prédicats et la constante Ali. Si on ne vous a pas donné ça, là, vous devez définir les phrases. Bon, chacun les définit comme ce qu'il veut. Par exemple, quelqu'un peut dire H de X pour exprimer que X est mortel. Mortel M, je vais représenter mortel par M, ainsi de suite. Bon, constante Ali, ça reste une constante. Et l'essentiel, c'est dire que ce prédicat correspond à ça et cette constante correspond à ça. Bon, un deuxième exercice, traduire sous forme de FDF les expressions suivantes. Tout nombre rationnel est un nombre réel. Bon, là aussi, c'est un exemple simple. Il existe un nombre qui est premier. Et pour tout nombre X, il existe un nombre X Y tel que X est inférieur à Y. Donc là aussi, on vous donne les prédicats que vous allez utiliser. Vous avez rationnel de X pour exprimer que X est rationnel, réel, premier, inf pour exprimer que X est inférieur à Y. Et donc là, on obtient tout nombre rationnel est un nombre réel. Donc, quel que soit X rationnel de X, alors réel de X. Le deuxième, il existe un nombre qui est premier. C'est-à-dire, il existe pour tout nombre X, il existe un nombre Y tel que X est inférieur à Y. Donc, quel que soit X, il existe Y, inf de XY. Là aussi, ne pas compliquer les choses en disant que je vais introduire le prédicat nombre, ainsi de suite. Voilà, avec ces prédicats-là, ça suffit pour exprimer ces... Pour tout nombre, il existe un seul successeur. Là, j'ai mis en gras le mot seul pour devoir exprimer ce prédicat seul. Il n'existe pas de nombre pour lequel 0 est un successeur immédiat. Et pour tout nombre autre que 0, il existe un seul nombre qui est son prédécesseur. Donc là aussi, on vous donne les fonctions que... Bon, là, il faut faire attention. On va définir des fonctions puisque le successeur... Donc, je vais définir deux successeurs que j'ai appelés f et g. Bon, donc la première fonction f de x pour exprimer le successeur de x et la deuxième fonction g pour exprimer le prédécesseur de x. Bon, là, vous avez une constante 0 et on vous donne aussi, on vous dit d'utiliser le prédicat égal ou bien e. Bon, là, je l'ai appelé e, vous pouvez l'appeler égal. EXY pour exprimer égal. On est au nom égal de x avec y. D'accord? Donc là, on va commencer par la première, c'est-à-dire que quel que soit x. Là, il faut faire attention, c'est qu'on vous dit il existe un successeur et ce successeur est unique. Là, comment exprimer ça lorsqu'on veut exprimer l'unicité de quelque chose? Dire que, par exemple, A est unique. Là, ça veut dire A qui vérifie une propriété P est unique. Là, ça veut dire que tous les autres B qui vérifient cette propriété P, ces B sont les mêmes que le A. Là, c'est la même chose. Dire qu'un nombre, un successeur est seul, ou bien est unique, là, ça veut dire que tous les autres successeurs, s'ils existent bien sûr, tous les autres successeurs sont les mêmes que ce successeur. Et donc là, pour tout nombre, quel que soit x, il existe un successeur y. Donc, il existe un y tel que vous avez l'égalité entre y et f de x, puisque f de x, c'est le successeur de x. Et donc là, quel que soit x, il existe un y tel que ce y est le successeur de x. Et pour exprimer un seul, ou bien l'unicité, là, il faut dire que quel que soit z qui est successeur de x, c'est-à-dire z est successeur de x qu'on exprime par ça, alors il doit être le même que le y. C'est-à-dire que ce z doit être égal à y. Et donc la première phrase, pour tout nombre, quel que soit x, il existe un y tel que y est successeur de x, et quel que soit z, les autres successeurs
sont successeurs, c'est-à-dire les autres Z qui sont successeurs de X, alors ces Z, c'est la même chose que le Y. D'accord? Donc, cette partie-là, c'est pour dire Y est successeur de X, et cette partie-là, c'est pour dire que que le Y est unique, c'est-à-dire le Y qui est successeur de X est unique. Bon, pour la deuxième, il n'existe pas de nombre pour lequel 0 est un successeur immédiat. Voilà, c'est la même chose que la négation de il existe un nombre pour lequel 0 est un successeur immédiat. C'est la même chose que, bon, cette phrase, il n'existe pas de nombre pour lequel 0 est un successeur immédiat. C'est la même chose que la négation de il existe un nombre pour lequel 0 est un successeur immédiat. Donc là, je vais exprimer il existe un nombre pour lequel 0 est un successeur. Donc, il existe x tel que 0 est successeur de x, et je vais prendre sa négation. Donc là, il existe x tel que vous avez l'égalité entre 0 et les successeurs de x. Là, ça veut dire qu'il existe un x tel que, il est successeur tel que 0 est successeur de x. Et bon, comme ici, il n'existe pas, donc je prends sa négation. Bon, maintenant, si j'applique la loi de la logique, le nom de il existe, ça devient quelque chose de non ça. Donc là, quel que soit x, vous n'avez jamais l'égalité entre 0 et successeur de x. Là, ça veut dire qu'il n'existe pas de x pour lequel 0 est un successeur immédiat. Pour la troisième phrase, pour tout nombre autre que 0, il existe un seul nombre qui est son prédécesseur. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que là, on a ajouté de 0. Il existe un seul nombre qui est son prédécesseur. Là, c'est la même chose. Il existe un nombre qui est prédécesseur, son prédécesseur, pardon, et ce nombre-là est unique. Et donc là, on interprète cette phrase-là par quel que soit x qui est différent de 0, donc quel que soit x tel que x est différent de 0, c'est-à-dire non égal de x 0, alors il existe un y, c'est-à-dire qu'il existe un y qui est prédécesseur, et ce y est unique. Donc là, il existe un y tel que y est prédécesseur de x, et quels que soient les autres prédécesseurs, quel que soit z qui est prédécesseur de x, alors on doit avoir l'égalité entre ce y et le z. C'est-à-dire tous les autres prédécesseurs sont les mêmes que ce y, et donc vous avez l'unicité. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire pour cet exercice-là. Là aussi, c'est un autre exercice. Traduire sous forme de FBF les expressions suivantes. Il y a des patients et ces patients aiment tous les docteurs. Donc là, faites très attention puisque vous avez des et à ne pas confondre avec des implications. Donc, la première phrase, il y a des patients qui aiment tous les docteurs. Aucun patient n'aime les charlatans et aucun docteur n'est un charlatan. On vous demande de montrer que la troisième expression est une conséquence logique des deux premières en utilisant bien sûr la logique d'ordre 1. Donc la première étape, c'est essayer de transformer ces trois phrases en formule bien formée en utilisant, là on vous dit, vous devez utiliser les prédicats P de x pour x patient, D de x pour x docteur et Q de x pour x charlatan et L de x pour L de xy pour XMY. Donc la première, il y a des patients, donc là c'est il existe, ce n'est pas tous les patients. Si on avait tous les patients, c'est quelque chose. Mais là, il y a des patients, donc il existe X, P de X, et ces patients aiment tous les docteurs. Et donc, quel que soit Y qui est docteur, c'est-à-dire aime tous les docteurs, alors le X aime le Y. Donc il existe des patients et qui aiment tous les docteurs, c'est-à-dire il existe XP de X, et quel que soit Y, D de Y implique XMY. Pour la deuxième, aucun patient n'aime les charlatans, c'est-à-dire qu'aucun patient, c'est-à-dire tous les patients n'aiment pas les charlatans. Donc, quel que soit X, P de X, c'est-à-dire quel que soit le patient, alors, quel que soit Y qui est charlatan, le X n'aime pas le Y, puisque aucun patient, c'est-à-dire tous les patients, c'est-à-dire que quel que soit X, P de X implique, quel que soit Y qui est charlatan, alors le X n'aime pas le Y. Bon, pour la troisième, aucun docteur n'est un charlatan, c'est-à-dire que quel que soit X qui est docteur, c'est-à-dire quel que soit
I de X, alors il n'est pas charlatan, c'est-à-dire non qui de X. Donc là, vous voyez que la première, c'était un M, puisque vous avez une propriété qui est, c'est-à-dire des patients et M, tous les docteurs. Par contre, dans la deuxième et la troisième, c'est une implication, puisque aucun patient n'aime les charlatans, c'est-à-dire que tous les patients n'aiment pas les charlatans. Dès que quelqu'un est patient, alors il n'aime pas les charlatans. Pour la troisième, aucun docteur n'est un charlatan, ça veut dire que le fait d'avoir qu'il soit, c'est-à-dire tous les docteurs, il n'est pas charlatan, c'est-à-dire que tous les docteurs ne sont pas charlatans. On vous demande de montrer que 3 est conséquence logique de 1 et 2. Donc là, je répète la définition de conséquence logique. Dire que 3 est conséquence logique de 1 et 2, on doit partir de 1 et 2 vrais et on doit arriver à 3 vrais. Donc, on va démarrer par 1 et 2 vrais. C'est-à-dire les formules 1 et 2 qui sont vraies. Donc, 1 et 2 vrais, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 est vrai et 2 est vrai. C'est-à-dire que vous avez les deux qui sont vrais. Donc, 1 est vrai, ça veut dire quoi? La formule 1 est vraie, ça veut dire qu'il existe xp de x et ainsi de suite qui est vrai. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une certaine valeur pour x, au moins une valeur e, puisque là, dire qu'il existe x, cette formule est vraie, ça veut dire qu'il existe au moins une valeur prise par la variable x de telle sorte que 1 est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux prendre une certaine valeur e, puis je vais remplacer la variable x par e, et donc là, je vais avoir p de e et, quel que soit y d de y, implique L de E, Y qui est vrai. Et là, ça veut dire quoi? Si vous avez cette conjonction qui est vraie, ça veut dire que P de E est vrai et quel que soit D de Y, quel que soit Y, D de Y ou L de Y est vrai. C'est-à-dire que, puisque là, c'est une conjonction qui soit vraie, ça veut dire que ces deux parties sont vraies. Bon, maintenant, si je pars de, puisque là, vous avez 1 et 2 qui sont vrais, ça veut dire que 1 est vrai et 2 est vrai. 1 est vrai, voilà ce que ça veut dire. 2 est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? 2 est vrai, ça veut dire quel que soit x, cette implication est vraie. Bon, s'il est vrai pour quel que soit x, il est automatiquement vrai pour la constante e que nous avons choisie tout à l'heure. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette formule qui est là, s'il est vrai pour quel que soit x, elle est vraie automatiquement pour lorsque je remplace x par e, et donc j'obtiens p de e implique ainsi de suite en remplaçant x par e, qui est vrai. Et donc, si j'applique A implique B, c'est le nombre de P ou ça qui est vrai. Or, dans étoile, puisque là, nous avons 1 et 2, donc les deux doivent être vrais, c'est-à-dire le 1 qui est vrai et les deux doivent être vrais. Tout à l'heure, nous avons P de E qui est vrai. À partir d'étoile, c'est-à-dire ce qu'on a obtenu comme résultat à ce niveau-là, on a P qui est vrai. Donc, sa négation, elle est fausse. Là, si vous avez P de E qui est vrai, sa négation, elle est fausse. Bon, maintenant, sa négation est fausse, et pour avoir cette disjonction vraie, il faut dire que Y, ainsi de suite, doit être vrai. Maintenant, bon, voilà ce qu'on est arrivé. Quels sont les résultats auxquels on est arrivé à partir de 1 et 2 vrais? On est arrivé à étoile, c'est-à-dire vous avez P de E vrai et cette expression vraie, et vous avez cette expression 2 étoiles. De là, de étoile et de 2 étoiles, on doit démontrer que 3 est vrai. Là aussi, je vais raisonner sur le D de Y, c'est-à-dire les valeurs possibles pour D de Y sont soit fausses, soit vraies. Je vais étudier les deux cas et je dois arriver à montrer que le 3 est vrai. Donc là aussi, je vous laisse le soin de terminer comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire supposer que D de Y est fausse, utiliser les résultats de étoiles et 2 étoiles et arriver à démontrer que 3 est vrai. Faire la même chose, supposer que D de Y est vrai, utiliser étoiles et 2 étoiles et arriver à démontrer que 3 est vrai. Et donc, puisque les deux cas possibles pour D de Y sont ces deux cas-là, si on arrive à démontrer que 3 est vrai dans les deux cas, on peut décider, dire que 1 et 2 sont en conséquence logique de formules. Donc là aussi, je vous demande de terminer cet exercice. Vous avez bien sûr le temps pour le faire et m'envoyer vos solutions. Bon, ça c'est un autre exercice à faire.
on vous dit soit les assertions suivantes. Un spécialiste n'achète pas de voiture d'occasion pour sa famille. Les gens qui achètent des voitures d'occasion pour leur famille sont malhonnêtes. Et on veut conclure, ou bien montrer que 3, il y a des malhonnêtes qui ne sont pas des spécialistes. Montrer que 3 est conséquence logique de 1 et 2 aussi. Ça aussi, c'est un devoir à faire pour plus tard. Bon, on arrête là pour cette partie-là. On terminera la série la prochaine fois, lorsqu'on va voir l'unification, la réception et la résolution. Voilà, donc on arrête là. Bon week-end. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, dans lequel, bon, la semaine prochaine, on va faire le cours en présentiel. D'accord? À la semaine prochaine, Inch'Allah.